Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires au Québec. Et on va rendre ça encore plus legit. On fait tout ça en français. Et aussi, je voudrais remercier notre partenaire Rosemont parce que vous savez, c'est quoi la source de vraiment d'une longue vie? Du whisky. Mais sans faute, c'est vraiment un produit vraiment bon. Je te le conseille. Puis, l'invité que je vais vous amener aujourd'hui, on va faire des liens. On va parler de cyber encore. Vraiment, on rentre dans un monde. C'est une personne, un homme d'affaires que j'ai accompli aussi, que j'ai rencontré il y a quelques années dans un échange, un lunch and learn, on va dire. Puis, j'étais vraiment attiré par la personne. Ça a été nice. Fait que l'avoir ici aujourd'hui, c'est super. Fait que vous allez en apprendre beaucoup. Et je vous présente le VP exécutif de chez Hornet Sécurité, David Poilhubert. Bonjour, Ronaldo. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être ici dans ton Yellow Seat podcast. Ouais. Alors, je vais essayer de faire honneur à la réputation là, de J'en doute pas. Puis je m'attendais, tu sais, j'avais hâte vraiment, tu sais, je sais qu'on l'avait booké peut-être like, un mois, là, puis je me disais comme nice. Ça tombe bien, on a une période où est-ce que, tu sais, je pense que tu es un expert dans un domaine en cybersécurité surtout, un expert, puis j'ai vu, tu sais, vraiment les entreprises que tu as faites comme Zéro Spam, qui c'était la sécurité de courriel. Exact. Anti-spam. Et maintenant, il y a une transition qui est allée vers Hornet Security, une acquisition. Exactement. Donc, écoute, je peux te parler un peu de la genèse. Donc, moi, j'ai fondé Zéro Spam il y a 17 ans. Et j'ai toujours eu, on peut se demander pourquoi, j'ai toujours eu une sensibilité sur la vie privée. Tout ce qui venait importuner ma vie privée, le Publisac, les appels inopportuns, j'étais un peu allergique à ça. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé Zéro Spam dans les années 2004-2005 environ. Et c'était des années où il n'y avait pas vraiment de solution pour ça. Et à l'époque, ce qu'on recevait, c'était des nuisances dans le courrier électronique. Ouais. Ces nuisances-là sont devenues aujourd'hui là, des menaces extrêmement périlleuses, extrêmement puissantes. Donc, après environ 17 ans, la société a été vendue à des intérêts allemands, au leader du marché européen, en fait, qui s'appelle Hornet Security. Donc, la transition est en train de se faire actuellement, plutôt bien. Et plusieurs avantages, on pourra en parler. Mais essentiellement, je suis un entrepreneur qui a créé son entreprise, l'a bootstrappé, l'a fait grandir et l'a amené à maturité. À maturité. Bon. Tu vois, c'est juste ça, comme je te dis, on se parlait juste avant, je trouve que c'est tellement de choses que moi, ça m'intéresse. Parce que je pense que aussi, je m'en vais dans des trajectoires comme ça. Je me dis, hey, d'autres personnes pourraient être intéressées, fascinées aussi d'en apprendre. Avant Zéro Spam, est-ce que tu avais fondé d'autres entreprises? Moi, j'ai été travailleur autonome, pour ne pas dire mercenaire. Donc, j'étais un consultant indépendant. Je gagnais très bien ma vie. Mais au tournant de la quarantaine, je me suis dit, peut-être que j'aimerais réaliser quelque chose. J'aimerais peut-être avoir quelque chose qui soit plus grand que moi. Parce que, quand tu es consultant, tu peux facturer 40 heures semaine, un peu plus si tu travailles fort, mais tu ne peux pas faire 120 heures semaine. Mm-hmm. Et pour moi, la naissance de l'Internet a été vraiment une révolution. J'étais convaincu que ça allait changer la face du monde. C'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, je cherchais une façon de me positionner dans ce grand monde-là d'Internet et trouver un peu l'angle avec lequel je pouvais arriver avec un produit. Ça s'est manifesté au début des années 2000. Mais c'est intéressant aussi parce que je pense que toi, dans le fond, quand l'Internet est arrivé, tu étais déjà dans un stade de ta vie mature, professionnel, puis avec l'expérience. Oui, c'est ça. On peut dire que j'avais quand même, je ne sortais pas de l'école, donc j'avais vu comment ça fonctionnait dans des grandes entreprises, des services TI. Je voyais un peu les challenges auxquels ils faisaient face, peut-être les éléments de sécurité aussi auxquels ils devaient penser. Donc, mais je pense que c'est arrivé dans le bon temps aussi.
Et bon, tu sais, j'ai tellement d'admiration pour les entrepreneurs, surtout ceux qui ont des jeunes familles. Beaucoup de gens que je connais le font avec des jeunes enfants. Moi, j'avais une fille qui était déjà grande, donc ça n'a pas été... j'ai pas eu à sacrifier trop de vie familiale autour de l'entreprise, mais je conçois qu'aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour ceux qui doivent concilier, faire grandir leur entreprise avec des enfants. C'est quelque chose. Moi, je viens d'avoir un enfant, elle va avoir 1 an, le mois prochain. Moi, je commence cette étape-là. C'est de quoi je parle, alors. Ouais. Ben, tu sais, juste en ce moment aussi, tu sais, je le vois, je le ressens. Puis à chaque fois que je me dis, je passe beaucoup de temps à travailler, je pense tout le temps à elle. Puis je me dis, comme, je veux pas non plus me perdre dans le travail, puis tu sais, perdre la famille. Fait je trouve ça, c'est comme bien que tu vraiment, t'es déjà plus, ta fille était déjà plus âgée, mature. D'une certaine façon, ça a été plus facile pour moi. Mais n'empêche que plein de gens le font, plein de gens réussissent à quand même faire la part des choses entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors, pour moi, ça a bien marché. Tant mieux. Puis, bon, là, tu t'es lancé, tu dis, je veux bâtir quelque chose. Puis, je me vois un peu comme ça aussi, parce que moi aussi, j'étais consultant assez longtemps. Je suis en train de faire vraiment la transition vers vouloir créer quelque chose. Quelque chose qui est plus grand que comme tu l'as dit, que moi. Survie un peu. Dans le fond, c'est ça. Exactement, tu sais, genre grossir la survie, mais c'est fou parce que ça vient avec une dose de défi aussi avec tout. C'est vraiment là, tu as plus de revenus, mais tu as plus de dépenses. Là, tu as une équipe à gérer. Là, ta présence aussi, comment elle doit être faite. La gestion de tous les départements possibles. En bout de ligne, c'est toi qui es là, qui dois voir ça. Je commence à le connaître. Oui, on dit le succès en entrepreneuriat, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Oh, wow! J'ai tendance à être d'accord avec ça. La bonne idée, ça vaut quoi une bonne idée? Il y a des gens qui sont venus me voir et dire « j'ai une idée terrible, mais c'est top secret, je ne peux pas en parler. » Une bonne idée, ça vaut une claque dans le dos. Mais réaliser cette idée-là, la faire vivre, envers et contre tous, se faire dire 20 fois, 100 fois que ça ne fonctionnera pas et garder la persistance, c'est ça le vrai challenge. C'est ça, effectivement. Ouais. Puis ça a pris, dans le fond, 17 ans, faire ton cycle entrepreneurial comme tu l'as décrit. Je trouve que c'est bien décrit, c'est exactement ça. J'ai vu la courbe. Oui, exactement. Et puis... ça a été des belles années, ça l'est encore. Je suis encore activement impliqué là, avec Hornet Security pour un bon moment encore, mais ça a été vraiment, je peux le dire, les 17 meilleures années de ma vie où, oui, j'ai vécu des hauts et des bas, mais je ne le changerai pas. Là. Je veux dire, quand je suis sorti de l'école, mon premier job, croyez-le ou non, j'étais fonctionnaire au gouvernement du Québec. Je ne suis pas resté là très longtemps. J'aurais probablement une belle retraite aujourd'hui, mais tout ce que ça m'a apporté, cette vie-là comme entrepreneur, tout le réseau, ça a été extrêmement enrichissant pour moi, à tel point qu'aujourd'hui, ça me donne le goût de redonner à d'autres entrepreneurs. Je suis d'ailleurs déjà impliqué avec le réseau Mentorat pour essayer de redonner à d'autres entrepreneurs, essayer de faire en sorte qu'ils évitent peut-être les erreurs communes, des pièges. Donc, on est dépositaire d'un certain savoir et je pense qu'on a une responsabilité de le redonner, de le faire partager. Parce que moi, j'ai reçu tellement des autres entrepreneurs. Tu sais, une compagnie, ça ne se construit pas tout seul. C'est pas l'édifice de David, c'est l'édifice de tous les gens brillants, certains beaucoup plus brillants que moi, qui ont travaillé avec moi. On a réussi à les faire travailler ensemble, qu'on a réussi à construire ça. Donc, pour moi, tout ce que j'ai reçu, il y a comme une responsabilité à le redonner à la communauté des entrepreneurs. Puis je pense que ce que j'ai réalisé, dans la majorité des entrepreneurs qui arrivent de ce stade-là, il y a tout le temps genre ce point-là comme OK, j'ai réalisé ce sommet-là, c'est la pyramide de Maslow, là, genre en donner.
transférer l'éducation. Puis tu as mentionné le réseau web. J'ai mis mon application à réseau M. OK. Puis je suis posé recevoir une demande de cette semaine ou semaine prochaine. Ça serait une de ces coïncidences-là. Comme mentoré? Oui, mentoré. Comme mentoré, OK. Bon, ben écoute, il y a beaucoup de candidats. Je sais pas si toi, tu prends des... Je sais qu'il y a une liste d'attente et, bon, moi, je ne suis pas impliqué là-dedans, mais c'est un réseau qui marche bien. Et il y a des gens qui portent beaucoup d'attention sur le matchmaking. C'est bon. Ben, tu sais, je me dis dans la imagine la coïncidence que peut-être ton nom, il sort comme référence. C'est jamais. Il y a nos podcasts. Mais c'est intéressant. Puis je trouve que exactement. Moi, jusqu'à date, j'ai rencontré tout plein de personnes aussi que, tu sais, c'est pas. Je les considère comme des mentors juste pour les conseils, mais quand j'ai dit, t'es comme un mentor comme moi, comme j'ai quelqu'un en tête aussi qui m'a beaucoup, donné des conseils, tu sais, autant dans la finance, mais aussi dans la gestion, c'est un CFO. Ouais. Mathieu Rondeau. Je sais pas ça dit quoi. Je lance son nom comme ça. Économie circulaire. OK. Il y a une usine qui transforme du plastique en carburant, en diesel. Wow. C'est bon, ça. On va l'amener au podcast. Innovation. Oui. C'est ça. Tu sais, quand tu as quelqu'un, ça prend deux pour avoir une conversation. Fait que quand tu as quelqu'un qui est prêt à écouter puis qui est prêt à s'exprimer, c'est là qu'on a une vraie communication. Puis c'est vrai. Le rôle du mentor à distinguer du rôle de coach, le mentor va être beaucoup là pour t'écouter. Il ne va pas nécessairement te dire tant de choses que ça, mais il va plutôt t'aider à trouver tes propres réponses. Donc, il est plus du côté écoute que du côté expression ou direction de choses quoi faire. C'est intéressant parce que j'ai reçu des demandes. Moi, j'ai fait une demande publique comme ça dans les médias sociaux. Je cherche un mentor. J'ai eu des demandes. Puis là, j'ai vu cette distinction-là entre un coach et un mentor. Dans ma tête, j'essaie de comprendre vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Puis je suis venu à la conclusion que le mentor va être plus... Admettons, il le fait pour vraiment pouvoir le transférer, mais un coach le fait plus pour une paye. Ouais, le coach va t'aider à régler un problème spécifique. Ouais. Puis il va être généreux de son expérience. Il va dire, il y a ça, tu peux faire A, B, C. Ça. Tandis que le mentor, il est là pour t'accompagner comme personne. Personne. C'est quoi ton feeling? Là? Écoute, ma femme ne supporte pas mon projet, c'est dur avec mes enfants, comment je vais faire? Donc, c'est quasiment un rôle de support psychologique, mais il est là pour te faire progresser toi-même comme personne. Donc, il n'est pas un expert avec des solutions en canne dans ses poches. Il n'est pas un consultant. Il n'est pas là pour régler des problèmes spécifiques, mais il est là pour t'accompagner dans ton parcours entrepreneurial, si tu veux. Intéressant. Regarde, si on se fait match, regardez, vous l'avez entendu, c'est en premier. Quelque chose d'autre. Donc, parlons de vraiment cette... comment tu t'es venu? Est-ce que toi, quand tu as créé l'entreprise Erospam, t'avais-tu des partenaires? J'ai parti ça tout seul. Par la suite, j'ai eu un partenaire minoritaire. Mais essentiellement, j'étais majoritaire tout le long de cette aventure-là. Est-ce que ça a toujours été dans tes intérêts ou sinon ton objectif de faire un exit? Absolument. Pour moi, c'était clair qu'une entreprise, c'est comme une maison. On est bien là, puis à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, on veut déménager à la campagne, on s'attache à nos maisons, on aime nos maisons, mais à un moment donné, notre maison, on peut la vendre. Et c'était clair pour moi que pour m'être renseigné sur le processus d'exit, de voir quelle était la mécanique de ça. C'était clair que pour moi, il y avait un objectif là, de valorisation de ce que j'avais construit pour faire le cycle complet. Et même, je dirais, il faut que l'entrepreneur ait ça en tête, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Oui, il y a des décisions à long terme, mais chaque décision que tu prends, ultimement, va affecter ou peut affecter ta valorisation. Est-ce que la décision que tu prends t'amène là où tu veux?
Est-ce que ton entreprise va devenir attractive par ses ratios financiers, par ses produits, par son innovation? Donc, il faut que chaque décision t'amène à améliorer finalement la valeur intrinsèque là, ce qui est ton bien le plus précieux, au fond. Là, ça devient... on s'identifie à nos entreprises. Ouais. Hein, donc, non, exactement. C'est parce que c'est toi qui mets la personnalité à comment tu le vois, la culture. Les valeurs, la culture, très important. Mais est-ce que, admettons, l'objectif, c'était-tu un objectif financier? C'était-tu un objectif, admettons, d'estime? Parce que peut-être vendre une compagnie, puis vraiment où est-ce que tu vois des beaux chiffres, je pense que tu es fier, comme, oh, nice. Tu sais, comme eux autres qui ont vendu, eux autres qui ont vendu YouTube à Google, par exemple. Ouais. C'est une paye. Tu sais, c'est comme, il y a une fierté derrière ça. Oui, c'est ça. Ben, écoute, premièrement, il faut être réaliste. Là, donc, quand on parle d'éléments financiers, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réalistes. Donc, ça, c'est des chiffres. Les CPA, les experts en finance sont là pour nous ramener les pieds sur terre. Donc, il faut avoir les pieds sur terre, je pense. Puis, il faut savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour soi. Puis, comment est-ce qu'on va être content? Moi, je pensais que c'était le bon moment pour nous, chez Zero Spam. On a eu quand même quelques manifestations d'intérêt au fil des années. Puis, bon, la bonne s'est manifestée l'année dernière. Et c'est là que la décision est prise. Mais je te dirais que, tu sais, tu n'étais pas obnubilé par ça à chaque jour. Mais plus tu deviens intéressant, plus tu prends de la place par ton innovation, par ta présence sur les marchés, naturellement, les gens vont te remarquer, puis naturellement, les gens vont t'appeler, puis tu vas commencer à avoir des discussions financières. Puis, comme avec les femmes, c'est peut-être pas la première qui va se présenter qui est la bonne, c'est peut-être la troisième, la quatrième, mais à un moment donné, tu le sens là, que ça va coller, que c'est les bons joueurs qui sont là, que c'est sérieux. Pour moi, ce qui était super important, c'était de ne pas perdre de temps, d'avoir des discussions sérieuses. C'est exactement ça qui est arrivé. Voilà, donc, ça a été quand même... Vous étiez combien d'employés quand ça s'est passé? Une vingtaine. Une vingtaine, OK. Puis ça, je me souviens que dans les premières discussions qu'on avait eues, vous étiez vraiment partout au Canada. Oui. Amérique du Nord, c'est de percer. On était on peut en parler, là, dans le fond, le domaine, c'était quoi? C'est la sécurité email cloud, donc info nuagique. On était le leader canadien pure play, c'est-à-dire là, ceux qui ne font que ça. On possédait le marché canadien. Donc, si quelqu'un voulait faire table rase sur le marché canadien, il fallait un peu qu'il nous passe sur le corps. Bien sûr, on a d'autres compétiteurs internationaux, là, Barracuda, Mimecast, etc. Ils sont grands puis ils sont gros, mais pour des joueurs canadiens. Puis c'est quand même important parce que plusieurs personnes veulent faire affaire avec des sociétés canadiennes. La souveraineté des données, c'est un aspect vachement important. Le fait que les données demeurent au Canada. Donc, ça, c'est un élément qu'on amenait à nos clients. Donc, un élément de valeur aussi. Puis, OK, exactement. Je pense qu'on peut commencer à rentrer même dans le sujet de qu'est-ce qui se passe en ce moment, vraiment l'implication. Regarde, la cybersécurité, on vient d'avoir une conversation en cybersécurité qui touchait à peu près des conseils pour un peu tout le monde, de vraiment comment vous protéger. Mais ici, avec toi, on peut avoir une conversation où est-ce que c'est plus large. Ça peut aller du côté... Ça va jusqu'au côté commercial, institutionnel, gouvernement, puis on parle des gros enjeux là, qui peuvent avoir des sérieux impacts sur tout. Écoute, la cybersécurité, plusieurs sondages ont été faits chez des chefs d'entreprise. Je pense que la question d'un récent sondage, c'est « What keeps your CEO up at night? » Puis la question numéro 1, c'était des enjeux de cybersécurité dans leurs entreprises. Il n'y a pas une journée où on n'a pas une nouvelle, une compagnie qui a été victime d'une cyberattaque, de rançongiciel, de fuite interne. L'actualité déborde de ces événements-là. C'était le cas avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est encore plus le cas maintenant. Moi, j'ai toujours eu une position assez relaxe par rapport à
aux menaces, tout ça. C'est un marché où on met beaucoup de l'avant le fear factor, mais aujourd'hui, avec le contexte de la guerre en Ukraine, de multiples sources, on n'a jamais eu autant d'indicateurs qui sont au rouge du côté de la cybersécurité ou de la cybermenace pour nos entreprises. On n'a jamais eu autant d'indices, autant d'alertes du gouvernement américain, du président américain, de notre propre Centre canadien de cybersécurité, de nos experts, toutes les sources à travers le monde disent que les lumières sont au rouge. On pourra parler du pourquoi, mais on oublie qu'il n'y a pas une guerre actuellement. Il y a 3 guerres. Il y a la guerre physique avec les bombes. Il y a la guerre de l'information sur qui va gagner l'opinion publique et aussi avec la désinformation ce qu'on voit. Et il y a aussi une guerre qu'on ne voit pas, qui est complètement invisible, mais qui a quand même lieu. À la seconde où on se parle, il y a un paquet d'attaques qui sont sur l'Amérique du Nord, qui sont sur l'Europe, qui sont sur le continent asiatique. C'est ongoing au moment où on se parle. Et les entreprises qui ne se protègent pas vont en faire les frais. La question, c'est pas si, c'est quand. Et peut-être que la réponse, c'est vous avez déjà été attaqué ou vous êtes en train d'être attaqué maintenant. Donc, c'est loin de moi l'occasion d'instiller la peur dans l'auditoire, mais c'est vraiment le temps de rehausser au maximum les protections. D'ailleurs, le CISA, le Center for Infrastructure and Cybersecurity américain, a justement ce motto-là qui s'appelle « Shield Up ». C'est le temps de hausser les protections. Ce n'est pas le temps d'économiser sur les budgets en cybersécurité parce que la menace est juste simplement trop grande. Puis on s'attend à quel genre de menace? Qu'est-ce qui peut se passer vraiment au niveau, dans toutes les sphères possibles de vraiment une société, si on voit? Je pense que dans les films, on peut voir certaines... qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, il y a comme 2 aspects. Il y a l'aspect fraude, puis il y a l'aspect cyberattaque. L'aspect fraude, il va venir pas nécessairement des acteurs étatiques, mais il va venir de tout le monde qui veut un peu monétiser une situation. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a un événement public, on va vouloir personnifier des acteurs. Par exemple, on va personnifier la Croix-Rouge. J'ai même vu qu'il y avait un type d'attaque où on personnifiait les gouvernements des nations périphériques à l'Ukraine pour encourager les résidents à offrir des logements. Mais c'était fake. Et finalement, tout ça était une tentative d'hameçonnage vers ces pauvres personnes-là qui finalement veulent aider les Ukrainiens. Donc, tout ce qui est fundraising, capacité de récolter des fonds pour une cause doit être systématiquement suspecté parce qu'on voit beaucoup de scams là-dessus. Donc, tout ce qui est donné ici maintenant, fake Croix-Rouge, fake Ukraine, fake you name it, il faut voir ça. Donc, il faut donner seulement aux organismes que vous connaissez, si ça se trouve aux personnes que vous connaissez. Vous-même, allez sur les sites web et non l'inverse. Pas cliquer sur des liens, etc. Donc, ça, c'est la portion fraude. Et ça, on le voit dans tout ce que l'actualité va nous amener. Mais on voit aussi des attaques des acteurs étatiques sponsorisés. Donc, ça veut dire que la Russie a 200 000 hommes d'impliqués dans cette guerre-là, mais combien dans la cyberguerre? Je peux vous dire qu'ils en ont plusieurs, puis peut-être plusieurs milliers. Et il y a des sanctions occidentales. La Russie n'est certainement pas les mains croisées derrière le tas de sanctions qu'on a eu là. Et qui fait partie de ce groupe de pays occidentaux qui a fait des sanctions? Le Canada
est partie prenante de ce groupe-là. Donc, on est sur la liste des victimes. On sera peut-être une victime collatérale parce que je pense que les États-Unis sont une cible plus évidente pour des cyberattaques. Mais nous, on risque de faire des attaques collatérales qui vont être faites vers les États-Unis. Mais en ce moment, on est genre une cible ou on est déjà sous attaque? On est déjà sous attaque. Et il y a probablement des agents qui sont plantés, qui sont des agents dormants. Je ne sais pas si tu te rappelles WannaCry en 2017. Ouais. WannaCry, incidemment, c'est l'ironie du sort, c'est que WannaCry, ça a été la plus grosse campagne là, de ransomware qui a fait énormément de dommages. Mais à la base, c'était issu d'une vulnérabilité Eternal Blue qui a été développée ou exploitée par qui? Par la NSA. Et mise au jour par Shadow Broker. Donc, c'est un peu curieux. Donc, l'organisme qui est supposé nous protéger était le dépositaire de cette vulnérabilité-là. Mais ce que je veux exprimer, c'est que les groupes d'intelligence ou d'espionnage ont des vulnérabilités en magasin qui sont capables d'utiliser. Et on ne les connaît pas. Et c'est vrai pour les Américains et c'est vrai pour les Russes. Donc, quand je parle d'agents qui sont prêts à être déployés, ces vulnérabilités-là, Zero Day, qui, le jour où elles seront activées, risquent de faire un dommage catastrophique. Si je comprends bien, ça veut dire que peut-être il y a déjà comme des semences qui sont plantées. Exactement. Puis les autres, ils ont juste à apaiser le bouton, comme ce serait un bouton nucléaire. Puis... Bon, on n'espère pas nucléaire, mais ça devient... il y a des vulnérabilités insoupçonnées qui sont en magasin et qui demandent à être exploitées. C'est garanti que c'est ça. Et il y a probablement des... On n'a pas vu de... il n'y a pas eu de catastrophe au niveau cyberattaque au Canada, ni même aux États-Unis, parce que je pense que Poutine sait à quoi il s'exposerait, donc il doit la jouer prudemment, mais il y a un paquet de cyberattaques qui se passent maintenant sous le radar, donc qui créent des dommages, mais pas nécessairement si visibles que ça. On a ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Threat, qui réussissent à rentrer dans des grands réseaux, à prendre le contrôle progressif des ressources qui sont là, à pivoter pour faire de l'escalade de privilèges. Donc ça a lieu au moment où on se parle aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nos entreprises et nos organismes, je dirais, n'ont pas le choix de hausser la garde. C'est d'ailleurs, je pense que tout ce qui est infrastructure critique aujourd'hui, le niveau d'alerte est maximum et ils font des exercices de préparation. Donc, tous nos prestataires d'énergie, gaz sont en train de faire des préparatifs, sont en train de faire des scénarios d'attaque et de recouvrement. Et Dieu merci. Ça serait le pire scénario, admettons que l'électricité, l'énergie se fassent attaquer. Oui, c'est arrivé en Ukraine en 2015 avec NotPetya, donc une attaque dont la paternité, on parle d'attribution dans le milieu, a été établie comme étant les Russes. Il y a eu un shutdown là, de la fourniture d'électricité à des centaines de milliers d'Ukrainiens. Donc ça, c'était peu après la guerre en Crimée, donc ça a été prouvé. Plus récemment, l'automne dernier, il y a eu une attaque sur Colonial Pipeline aux États-Unis qui a paralysé la livraison de gazoducs. Donc, oui, ça arrive. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est sûr que ça arrive. Donc, nos organisations, je pense, ont assez de maturité pour avoir des plans de préparation. Ils ont assez de ressources. Mais, sincèrement, l'enjeu est plus avec nos PME, je pense. Le problème, c'est le propriétaire ou le gestionnaire de PME qui est un petit peu démuni, qui dit « Ouais, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais aller m'acheter la dernière suite là, de Kaspersky pour ne pas faire de joke? Ou à qui je dois m'adresser pour avoir une bonne protection? » Et souvent, ils sont un petit peu démunis. Alors, il faut que ces gens-là aillent chercher l'expertise là où elle est. Peut-être qu'ils doivent faire affaire avec leurs fournisseurs de services, ce
qu'on appelle des Managed Service Providers. Il y a de l'expertise qui existe, mais il faut que nos gestionnaires de PME aillent la chercher, qui se préparent pour le pire. Puis, pour une petite entreprise, parce que des fois, je sais que tu m'avais glissé le mot, tu sais, c'est pas le temps de mettre, de penser au budget, ou peut-être de couper le budget sur la cybersécurité. Pour une petite entreprise qui est à peu près, admettons, 20 employés, ça coûte combien? C'est quoi le budget que pourrait prévoir? Écoute, je pense que c'est en... Pour avoir une bonne protection. J'ai de la misère à lancer un chiffre, mais c'est toujours en proportion du nombre d'employés qui sont là. Mais je dirais ce qu'il faut, c'est sécuriser sa surface d'attaque, sécuriser ses services. Bon, aujourd'hui, je pense que presque toutes les entreprises passent à la messagerie centralisée, que ce soit sur Google ou Office 365. Et ces systèmes-là, par défaut, n'ont pas une protection adéquate. Il faut rajouter une couche de sécurité additionnelle qui fait le travail. Pourquoi? Parce qu'il donne le service à des centaines de millions. Tu ne peux pas avoir la même sécurité qui marche pour des centaines de millions de personnes dans différents pays, avec différentes cultures, différents langages. Donc, il faut vraiment mettre une couche de sécurité qui va sécuriser. Puis quand je dis sécuriser, c'est au premier chef le courrier électronique parce que ça reste le vecteur numéro 1. Ça, c'est le trou en bas de la ligne d'eau. C'est là que quand il y a un trou, là, l'eau rentre, là, puis tu vas couler vite. Là. Donc, c'est le premier trou à patcher. Donc, il faut avoir une excellente sécurité pour se protéger contre les attaques de phishing, les attaques de personnification, les scams dont on parlait tantôt. Mais il faut aussi avoir une stratégie de backup. Donc, cet environnement-là, Office 365, c'est merveilleux, ça offre plein de choses, mais il faut pouvoir en prendre une copie de sécurisée si le pire arrive puis qu'on est hacké. Donc, il faut présumer qu'on va être hacké un jour. Alors, est-ce qu'on a la capacité de dire, bon, ben, OK, je pèse sur un bouton puis je reviens à la configuration où j'étais hier ou la semaine passée ou il y a 2 jours. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est beau. Et bon, il y a plein de systèmes qui le font. Le Note le fait, mais il y en a plein d'autres aussi. Il faut avoir cette capacité-là de sauvegarde et de recouvrement et de capacité de restaurer. Là, plein de gens disent j'ai des backups, mais ces backups-là ne sont pas bons. Ils sont difficilement réutilisables. Donc, il faut se tester. Il faut vérifier que ces mécanismes-là fonctionnent et qu'on est capable de retomber sur nos pattes si le pire arrive. Ces backups-là se retrouvent sur des clouds? Oui, toujours sur des clouds. Donc, c'est fini, là, où on s'en va avec notre petite valise. Là. Il y en a qui font ça encore. Mais généralement, là, on parle de multi-cloud. Et tu veux un backup dans un cloud qui est différent de celui que tu as. Donc, par exemple, si tu es sur Azure, ben, tu veux peut-être pas backuper sur Azure. Si tu es sur AWS, ben, tu veux peut-être backuper ailleurs. Il faudrait que tu en aies un sur chaque. Exactement. Donc, est-ce que tu le ferais à l'interne aussi, avoir un backup dans... Oui, écoute, c'est possible. Il y en a ça demande une certaine discipline, mais il y en a qui ont pris l'habitude là, de partir avec leur petite valise avec des disques. C'est sûr que là, les volumes de données qu'on voit aujourd'hui, c'est juste démentiel. Là, donc, dans la mesure où c'est possible, oui, mais je dirais qu'on voit ça de moins en moins. C'est de plus en plus des backups cloud à cloud. Même les prestataires de services, là, écoute, dans ma carrière, là, j'en ai vu, j'en vois encore des centaines. Et tous les centres de données des MSP, des fournisseurs de services ont disparu au profit des gros fournisseurs qui sont capables de scaler là, avec des millions et des millions d'utilisateurs. Puis pour scaler ça, pour avoir un bon centre de données, j'imagine, à ce niveau-là, y a-t-il une différence entre le centre de données et, admettons, le fournisseur ou... Des fois, oui, des fois, non. Alors, des fois, des fois, le logiciel ou la solution de backup est indépendante de ton storage. Donc, tu peux décider où tu vas mettre ton storage. Dans d'autres solutions, comme la Note, ben, ça vient ensemble. Là. Donc, si tu prends le backup avec Hornet Security, ben, tu vas avoir la souveraineté des données canadiennes. Tes données vont... Tu n'as pas besoin de magasiner ça. Mais il y a d'autres solutions où c'est découplé. Je dirais que c'est plus simple quand au niveau de la PME, les gens souvent ne veulent pas...
ils veulent pas que ce soit trop compliqué. Il Ouais. faut que tu puisses configurer ça assez. Puis Hornet Security, les autres, ils ont un serveur ici au Canada. Oui, on a 2 centres de données canadiens. Nous, on a toujours prôné la souveraineté des données canadiennes. Hornet Security a une 12aine de centres de données, dont 2 centres de données canadiens là, qui offrent cette capacité-là. Donc, c'est... Puis dans le fond, Hornet Sécurité, où est-ce que ça vient, comme tu l'as mentionné, la priorité, c'est il faut sécuriser ses courriels. Fait que ça, c'est vraiment la solution qu'ils proposent à la base. Puis ça serait du Microsoft, du 360? Oui, principalement, c'est ça. Donc, on est multiplateforme. Donc, on peut sécuriser des serveurs Exchange locaux, même d'autres solutions. Mais c'est sûr que le produit vedette, là, c'est la sécurisation de tout l'environnement de messagerie qui est lié à Office 365. Donc, dans le fond, c'est d'ajouter cette couche de sécurité-là qu'on estime qui est nécessaire, mais aussi de faire la copie complète de l'environnement pour se protéger si le pire arrive, le backup complet dans le cloud. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et puis aussi, une fonction c'est la fonction d'archivage que je pense de plus en plus de PME sont intéressés. On oublie souvent que les employés vont partir, mais si on détruit la boîte postale de l'employé, on détruit tout son historique. Ouais. Alors que souvent, beaucoup d'informations commerciales vont se retrouver dans l'infrastructure email. Et avec un système d'archivage, là, les boîtes ne sont pas détruites, elles sont archivées. Fait qu'il y a moyen d'aller chercher le email que Reynaldo a écrit en 2016 sur tel projet. OK. OK, c'est intéressant. Puis, ce que j'allais dire, c'est... Parce que là, tu sais, je vois les transitions vraiment dans qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous voudrez faire. Fait que là, la prochaine étape, dans la business que je voudrais dire ici, excuse-moi, c'est tellement d'informations que tu viens de me donner, là, puis c'est de voir ça, je suis comme, wow! C'est un gros domaine. Prends-toi un verre de whisky. Oui, non, exactement. Mais pour revenir vraiment où est-ce que tu es rendu comme entrepreneur, dans toute cette transition-là, tu as ton outil, dans le fond, il est devenu encore plus puissant qu'il était avant. Bien, oui, et puis je vais répondre à la question sans que tu me l'aies posée. Dans le fond, pourquoi on a fait ce deal-là? Nous, chez Zero Spam, on était je peux dire avec assez de fierté, et j'ai eu beaucoup de témoignages, on était excellents dans ce qu'on faisait. Mais on faisait une seule chose, le filtrage du courrier électronique. On s'appelait le filtre Brita de l'Internet, si tu veux. Okay? Donc, on filtrait, on avait de la bonne eau, là, de l'eau d'excellente qualité. Mais on ne faisait que ça. Et aujourd'hui, l'environnement de messagerie et de collaboration dépasse le simple courrier électronique. Donc, la menace est plus importante. On veut se protéger contre les attaques de hameçonnage. On veut se protéger contre le code exécutable qui va nous être envoyé. On veut avoir des fonctions de backup, comme je l'expliquais tantôt. On veut pouvoir faire la sauvegarde. On veut pouvoir faire l'archivage. Donc, tout ça, c'était des fonctions qu'on n'avait pas nécessairement dans l'entreprise où on était, mais que le partenariat avec Hornet Security nous a amenés sur un plateau d'argent. Donc, en faisant cette transaction-là, on savait que, littéralement, du jour au lendemain, on partait de un produit à peu près 15 produits qui complétaient vraiment l'offre en sécurité pour nos clients et partenaires. Complet. Donc, tout le monde était gagnant là-dedans. OK. Ben là, je me suis mis ma question. Parce que aussi, genre, quand on parlait de sécurité, là, vous avez des offres aussi. Vous avez une offre qui est gratuite, vous avez une offre qui est plus payante. C'est quoi que tu reçois vraiment sur ton forfait? Je te corrige, il n'y a pas d'offre gratuite. Il y a un 30 jours d'essai. Il y a une période d'essai de 30 jours. Donc oui, on peut dire que c'est une gratuité, mais ce n'est pas un modèle freemium. Là. Donc, c'est pas un freemium. Il n'y a pas un modèle où tu peux l'utiliser sans frais. Donc nous, on n'est pas dans cette modèle. Par contre, il y a un produit entrée de gamme. Puis il y a le produit porte-étendard, là, qui est ce qui s'appelle le Total Protection 365, la protection complète
pour le service. C'est quoi la différence entre les deux? Plus La différence, c'est qu'il y en a un qui est vraiment un service de base. Donc, si toi, tu as un serveur de courrier électronique qui n'est pas nécessairement un serveur, une solution Office 365, mais tu veux sécuriser ton serveur, tu peux le faire avec le service de base qui s'appelle Spam and Malware Protection. Donc, ça te donne vraiment, c'est ce que je peux dire, la crème glacée à vanille. Okay? Mais si tu es vraiment sous la solution Office 365, ce qui va te donner la meilleure intégration, la meilleure expérience, c'est vraiment le produit qui vient ensuite, qui s'appelle le produit Total Protection 365. Je posais la question parce que j'ai eu un événement dernièrement, ça fait 2 semaines, où est-ce que ça, par rapport à mon Google Enterprise, c'est vraiment un des courriels, j'ai été bloqué d'un des comptes. Puis à cause d'une raison de malware, je me dis comme... Bon. Alors, tu vois, bon exemple, si tu étais sur la suite Google, tu voudrais avoir le produit Spam and Malware Protection parce que tu n'es pas nécessairement là, sur la plateforme Office 365, qui entre vous et moi, représente peut-être 95% là, du marché des entreprises. OK. Bon, c'est bon à savoir. Parce que ça m'inquiète depuis que j'ai vu cette alerte-là. Puis je ça, mais cette idée-là de hausser le niveau, d'avoir une solution, une couche complémentaire, c'est bon pour toutes les solutions. Là. C'est bon, même si tu as ton bon vieux serveur Exchange local, oui, il y en a encore. C'est bon sur Google. C'est bon si tu es sur n'importe quelle autre solution. Puis c'est vrai aussi si tu es avec Office 365. Le message que les entrepreneurs devraient, que les hommes d'affaires devraient saisir ici, c'est ça prend cette protection-là additionnelle, ça prend la couche d'intelligence artificielle qui va être capable de faire le travail que le service d'hébergement de base ne peut pas faire. Et je dirais ne veut pas faire parce que pour eux, c'est très difficile de faire l'arbitrage de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon à cause de la variété de clients. Puis finalement, dans ce sujet-là, c'est quoi qui s'en vient maintenant qu'on peut s'attendre, qui va se passer en termes d'innovation, technologie, même les menaces? Ben écoute, je pense que plus d'AI, donc l'intelligence artificielle fait son chemin, le machine learning. Nous, on avait déjà des processus assez sophistiqués chez nous qui intégraient l'intelligence artificielle. Ces projets-là ont maintenant été intégrés dans la nouvelle entreprise. Donc, on est capable de déceler des patterns. Donc, au lieu d'y aller à la pièce, on est capable de détecter des campagnes malveillantes et d'agir en temps réel sur ces campagnes-là. Donc, il y a vraiment une intelligence qui est née de l'analyse du trafic. On appelle ça par l'agrégation de données, là, on peut faire du data staggering. Donc, on peut faire de l'analyse de données assez avancée qui nous permet d'injecter des règles qui vont protéger automatiquement. Donc, je pense que l'industrie s'en va vers ça. Aussi de mieux comprendre les patterns de trafic individuel. Donc, ton trafic email est probablement pas le même que le mien, probablement pas le même que celui de ta femme. Donc, les systèmes vont apprendre à mieux reconnaître ce qui est des patterns de trafic légitimes, à mieux te connaître intimement et ainsi à mieux flaguer ce qui sort du ça, c'est comme quand tu te logs dans une autre ville, par exemple. Exactement. Moi, c'est arrivé en Floride. Ouais, on va bloquer ton compte de banque parce que t'es-tu vraiment en Amérique du Sud alors qu'il y a 5 minutes, tu étais à Montréal. Fait que ça, c'est le type de vraiment avancement qui s'en vient ou qui est déjà disponible. Oui, je pense que toute l'industrie travaille là-dessus. Au niveau Threat Intelligence aussi, beaucoup de progrès. Le Threat Intelligence, c'est l'analyse des menaces et aussi de l'attribution. Donc ça, l'attribution, c'est toujours plus difficile. Donc, qui est l'auteur ou c'est une question qu'on me pose souvent. Bon, est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est les Chinois? Souvent, on ne le sait pas ou on ne le sait pas tout de suite. Il faut faire des longues analyses, il faut regarder le code, il faut regarder les patterns de code, il faut regarder les erreurs de code. Il faut regarder des commentaires, il faut regarder plein de métadata.
Et ça, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup dans l'analyse du code pour régler des questions d'attribution. Pour faire la corrélation aussi. Donc, les plus grandes entreprises sont attaquées là, à chaque minute. Donc, ils ont des gigabytes et des gigabytes de logs qui sont impossibles à être analysés avec un humain, mais tu mets le pouvoir de AI puis du data clustering, c'est le terme que je cherchais tantôt, data clustering là-dedans, ben là, tu es capable d'extraire des patterns puis de dire, ah, ben là, il y a un sens qu'on peut déterminer que ces éléments-là, apparemment isolés, ben, font partie d'une même campagne ou d'une même menace. C'est intéressant, je viens d'apprendre que vraiment il y a des campagnes. Moi, je suis dans des campagnes marketing, mais là, il y a des campagnes il y a des campagnes de malware, des campagnes de spam. Quand tu reçois un mail qui prétend venir là, de ton président, là, il y en a probablement des milliers. Quand tu reçois un faux don de la Croix-Rouge, il y en a des millions. Donc, c'est des campagnes, ça vient de botnet. On parlait des acteurs étatiques qui souvent vont sous-contracter leurs attaques. Donc, la première chose qu'ils veulent, c'est pas être retracés. Donc, les attaques de la Russie ne vont pas venir de la Russie. Les attaques de la Russie vont probablement venir de machines compromises qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Afrique. Donc, j'ai une question éthique que je me demande, vraiment ça du point de vue d'une entreprise qui se fait attaquer. Parce que c'est sûr, j'essaie de voir vraiment, j'aime ça voir ce qui se passe dans le domaine. Même avant que tu viennes, j'ai vu le marché, je voulais me familiariser aussi beaucoup avec le marché. Ma question éthique, ça serait une entreprise qui se fait hack par du ransomware, par exemple. Ouais. Sachant que toute son information, puis ils ont beaucoup de données vraiment sur les clients. Est-ce qu'une entreprise devrait dénoncer cette attaque-là auprès de ses clients, sachant que on vient de se faire attaquer? Vous avez beaucoup d'informations qui est très personnelle. Est-ce qu'ils devraient la divulguer? Ouais. Ou est-ce que tu le fais après que tu as réglé le problème? En fait, la réponse, c'est la loi qui le dit. Ils sont obligés de le divulguer. Donc, ne pas divulguer, en soi, ça devient une infraction là, avec les nouvelles dispositions législatives. Là. Donc, sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Alors, il y a une obligation, autant des acteurs privés que publics, de divulguer. Donc, tu es dans le trouble si tu ne divulgues pas. Mais la question la plus intéressante, c'est, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour se protéger? Puis, est-ce qu'il devrait payer ou non? Alors, c'est des questions qui sont reliées. Et ça nous amène sur un thème intéressant qui est celui de la cyberassurance. Donc, la cyberassurance, on a parlé tantôt comment se protéger. Oui, il faut investir, mais une façon de se protéger, c'est de transférer le risque. Transférer le risque à qui? À un assureur. Donc, il y a de la cyberassurance qui est disponible pour un prix raisonnable. Je pense que les taux sont en hausse, mais je pense que c'est quand même raisonnable. Et je pense qu'il y a même beaucoup de polices d'assurance commerciale qui ont une clause de cyberassurance. C'est même méconnu peut-être là, des propriétaires de police. Mais la cyberassurance, c'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut aider une entreprise qui est victime de ransomware, parce que là, la responsabilité de la crise est transférée à l'assureur, qui, lui, a un professionnel. Il y a un crisis manager. Ça existe, là. Les gestionnaires de crise, là, c'est une job. Là. Il y a des gens qui rentrent qui prennent tout en main, qui prennent le légal, qui prennent les finances. C'est la responsabilité de l'assureur et du crisis manager de gérer la crise. Donc, ça, c'est une façon. C'est un peu tard. C'est mieux prévenir que guérir, c'est sûr. Mais une fois que tu es dedans, si le pire arrive, c'est mieux d'avoir de la cyberassurance que de ne pas en avoir. Donc ça, c'est quelque chose que chaque entrepreneur, peu importe le domaine dans lequel il est, devrait considérer aujourd'hui. C'est la première fois que j'entends le terme cyberassurance, mais j'ai appris quelque chose dernièrement aussi, surtout dans un contexte en ce moment où est-ce qu'on crée beaucoup de contenu, puis il y a la propriété intellectuelle sur le contenu aussi. Ouais. Mon assureur, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça, mais qu'il y ait une clause, il y a une assurance justement pour
admettons, diffamation, Ouais. puis, tu sais, vraiment... Bris de propriété intellectuelle, par Exactement. exemple. Exactement. Puis je trouvais ça assez innovateur de pouvoir proposer ça, puis même connaître qu'on est dans un domaine assez particulier. Mais ils nous ont proposé ça, puis comme ça me fait, je fais le lien avec la cyberassurance parce que justement, tu sais, si quelque chose arrive, quelque chose est dit ou peut-être est mal employé, une mauvaise statistique. Oui, puis tu sais, quand tu penses à ça, ça va. Les assureurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, premièrement, ils vont peut-être hausser leur prime de cyberassurance, mais surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont qualifier leurs clients. Ils vont, avant de probablement consentir une police, ils vont dire, bon, ben là, c'est un peu comme quand tu assures ta maison. As-tu une borne d'incendie pas loin? Ta maison est-tu en briques? As-tu un système d'incendie? Ben, ils vont poser des questions. Est-ce que tu as un système de backup? Est-ce que as-tu quelqu'un qui est capable de s'occuper de ta cybersécurité? Donc, il faut s'attendre à ce que ces questions-là soient posées de la part des assureurs. Et tant mieux, parce que ça va rehausser le niveau global de sécurité de nos entreprises et de nos organisations au Canada. Les gens vont dire, bon, ben là, c'est le temps que j'aille ma stratégie de backup, c'est le temps que j'aille une authentification 2 facteurs, puis c'est le temps que j'aille mon plan d'urgence qui soit prêt le jour où ça va m'arriver. C'est intéressant, on est rendu dans un monde où est-ce qu'il faut avoir un plan d'urgence. Exactement, il faut avoir un plan d'urgence. Si le feu prend chez vous, là, tu sais que tu vas sortir par la porte d'en avant, la porte d'en arrière ou la porte du sous-sol. Bien, c'est la même chose pour un cyberincident. Et non seulement on devrait savoir quoi faire, mais on devrait savoir qui appeler. Si ça va vraiment mal, who you're gonna call? Ghostbuster n'est pas là, mais il y a des gens dont c'est le métier d'agir dans ce temps-là. Et mieux vaut prendre les dispositions, prendre peut-être les préarrangements, avoir peut-être un contrat cadre avec des entreprises dont c'est la spécialité qui vont être capables de nous aider. C'est beaucoup plus facile et agréable de négocier ça avant qu'après. Intéressant. Je voulais les métiers. Toi, est-ce qu'à la base, tu étais dans la sécurité web ou tu as vu une opportunité là de t'en aller là? Comment tu es devenu un expert? Bonne question. Écoute, moi, j'étais dans le domaine des TI puis dans le domaine des réseaux. Donc, j'étais tout ce qui était réseautique, puis à plus grande échelle, la gestion de projet, c'était ma tasse de thé. Et quand l'Internet est arrivé en 1996, ça a été une grande révélation pour moi. Donc, je me suis intéressé très, très tôt à comment l'Internet fonctionnait. Le email est venu pas longtemps après. En 1996, j'avais un serveur email, puis j'hébergeais des sites web dans mon sous-sol, mais bon, j'étais pas nécessairement axé sur la sécurité. Et bon, peut-être je peux raconter une anecdote cocasse qui m'a un peu amené là. Je pense qu'on était à l'an 2000. On a survécu au bug de l'an 2000, Y2K. Mais mon petit serveur qui hébergeait peut-être une vingtaine de sites web. Et à l'époque, quand tu avais le web, tu avais le mail. Là, les gens, c'était un peu... les gens avaient de la misère à faire la différence. Oui, est-ce que je suis branché sur Internet? Oui. Ben, tu as un site web, puis tu as du email. Et figure-toi que mon serveur mail a été utilisé comme relais pour envoyer du spam. Oh. Alors moi, le gars qui est sensible à la vie personnelle, je commence à recevoir des messages pas trop gentils d'administrateurs système à Sydney, en Australie, à Londres, à Helsinki, qui me disent « Hey, Coco, t'as un trou, ton serveur a été utilisé pour envoyer des milliers de spams. » Puis là, je me suis dit, comment ça se fait? Alors, je me suis tout simplement intéressé au phénomène. Je me suis dit, comment ça peut arriver? Wow. Donc, par curiosité, j'ai mis le doigt dans cet engrenage-là. Naïvement, j'ai commencé à les éliminer un par un. Après ça, je me suis intéressé au framework. Je me suis dit, voilà, c'est un problème réel. J'ai bricolé une petite solution qui était bonne pour mes clients. Puis la prochaine étape, ça a été de me dire, il y a peut-être d'autres personnes qui vivent le même problème puis qui auraient besoin d'une solution. Fait que c'est un peu j'ai été victime on peut pas appeler ça une attaque, mais d'un abus, si tu veux, sur mes infrastructures. Il y avait une faille et c'est pas mal ça qui m'a amené à m'intéresser au phénomène.
Ça, c'est l'entrepreneur qui va Ouais, vraiment... j'ai saisi l'occasion. Exactement. Saisi l'occasion. Un entrepreneur accidentel, si on peut dire. C'est intéressant parce qu'en ce moment, regarde, j'ai toujours eu un petit intérêt, un petit fait pour vraiment la cybersécurité. J'aime ça le domaine. J'écoute des documentaires, ça, puis on dirait que c'est des gros, c'est des films, c'est comme toutes des attaques, des choses qui se passent. Puis aujourd'hui, je check, il y a de l'emploi partout. Là, il y a la demande sans arrêt. Écoute, l'industrie est tellement haute. Moi, je ne suis pas sur le marché de l'emploi, mais je pense que je reçois 4 ou 5 offres d'emploi tous les jours. Le challenge pour les organisations, c'est de garder leurs gens. Il y a quand même une sensibilisation. Dans les grandes entreprises, on l'a vu. Je pense que Desjardins a comme 2000 personnes là, dans son équipe de cyber. Donc, j'espère. Les grandes banques, c'est fou. Les grandes entreprises, les grandes organisations, tous les signes sont là. On a un ministère de la cybersécurité au Québec depuis le mois de janvier. On a un centre canadien de cybersécurité. Donc, on a des organismes qui sont là pour rappeler à nos organisations comment c'est important de se protéger. Donc, je pense qu'il y a une espèce de sensibilisation qui est faite, qu'on doit aller chercher l'expertise, qu'on doit se former si on ne l'est pas nous-mêmes. Mais tout ça, ça donne quoi? Oui, ça donne une rareté de main-d'œuvre pour ce qui est de la cybersécurité. Mais ça fait que le domaine est immensément attractif aussi pour les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. C'est le moment, c'est le temps. Donc, je dirais, oui, il y a un alignement de planète. Donc, je dirais pour les gens en TI qui cherchent peut-être une spécialisation, parce qu'on est dans une spécialisation des TI, oui, les portes sont grandes ouvertes du côté cyber et pour plusieurs années encore. Et là, on parle de postes d'analyste, on parle de SOC team, on parle de red team, de blue team, des équipes qui font de l'attaque offensive, des équipes qui font de la défensive, des équipes de gestion opérationnelle, de la planification, ce qu'on appelle le GRC, Government Risk and Compliance, donc à des niveaux plus stratégiques. Donc, à tous les niveaux, on a besoin de spécialistes. Ma dernière question achève ici notre podcast. Assez tendance, comment tu vois la cybersécurité et la crypto? Est-ce que tu es impliqué dans ça? En fait, oui, tu ne peux pas parler vraiment de cybersécurité sans avoir un pied dans la crypto. Et c'est drôle, je regardais juste avant de venir, le Bitcoin était je pense, 43 000. Avant la guerre, il était parti de 38 000. Quelles sont les sources de financement de ces organismes étatiques qui ne peuvent plus changer des roubles? La réponse, ça tourne beaucoup autour des cryptos. La crypto, oui. Alors, malheureusement, qu'on en pense du bien ou du mal, les cryptos sont là pour rester et demeurent une source de financement bénie, je peux dire, là, pour certains acteurs malveillants, notamment les acteurs étatiques qui vont continuer d'envoyer des campagnes de ransomware parce que c'est une aubaine pour eux d'être payés en Bitcoin. Ceci dit, je pense que la crypto va évoluer, va être quand même de plus en plus acceptée. Même les conseillers en investissement disent « Ouais, ça serait peut-être bon d'avoir un petit pourcentage de crypto dans son portefeuille. » Je pense que le génie est sorti de la bouteille, là, puis on ne va pas le remettre dedans. Là. Il ne va pas rentrer à l'intérieur. Plus généralement, c'est peut-être le blockchain qui va être intéressant. Toute cette idée-là de validation des transactions dans un ledger décentralisé où il n'y a pas une seule autorité centrale qui s'occupe de ça. Mais ça vient avec un risque. Hein? Donc, on a Est-ce que tu vois des menaces qui pourraient se passer au on du a blockchain? vu les échanges, les échanges de crypto-monnaies. Il y en a plusieurs qui ont été victimes de hacks. Donc, ceux qui ont beaucoup de Bitcoin, puis les échanges sont des cibles a priori extrêmement intéressantes pour des attaquants. Si on peut mettre la main sur
1000 bitcoins dans un échange d'un coup, là, ça, c'est vraiment une aubaine. Donc, il faut, si vous avez des bitcoins, faites attention où vous les gardez. Ce n'est pas tous les échanges de bitcoins qui sont recommandés. Et là, c'est un peu le Far West. Là. Donc, c'est non réglementé. Il y en a partout sur la planète. Pour ce qui est du futur de la cyber, bon, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est un secteur qui va prendre l'expansion. Je ne pense pas, je suis certain. Mais je pense que c'est pour le bien-être de nos organisations, de nos entreprises. On est à un niveau de maturité qui commence à être intéressant. Tout le monde reconnaît que c'est un enjeu. Tu sais, dans les années 70, on se promenait pas de ceinture, des fois une bière dans l'auto. Mais là, c'est fini. Là. Tout le monde a sa ceinture de sécurité et on est bien content. Puis on est bien content d'avoir des coussins gonflables. Donc, je pense qu'au niveau cybersécurité, on est rendu là. Mais ce que j'espère, c'est que l'industrie va continuer à se transformer puis que d'une certaine façon, ça va être plus facile. Parce que c'est pas... Qui dit cybersécurité, la sécurité, ça vient toujours avec un prix, un challenge au niveau de la facilité. Oui, mais c'est difficile des fois. C'est comme, c'est vu comme un obstacle. Fait que bon, avec l'AI, la biométrie, la reconnaissance faciale, ben j'ose espérer que ma montre, mon ordi, reconnaissent que je suis en vacances à l'autre bout du monde. Puis que, oui, si j'essaie de me brancher à ma banque, il ne va pas m'en empêcher parce qu'il a déjà reconnu. Okay, je comprends. Il m'a déjà authentifié. Je n'ai pas eu à faire trop de salam alaikum. Puis ma réputation est bonne. Donc, quand je parle de facilité, je parle d'une intégration plus harmonieuse là, avec tous nos devices intelligents pour reconnaître nos patterns. Bien dit. Ça, c'était un podcast plein d'informations. Ouais. Je suis content d'en avoir. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, hein? Ici, les gars, comme je te dis, quand on a une bonne direction, ça passe vite. David, merci beaucoup. Je pense que ta plateforme principale, est-ce qu'on peut te rejoindre? Parce que je vois que tu es actif quand même sur LinkedIn. Oui, c'est LinkedIn. Cherchez-moi pas sur Facebook. Je suis un gars de sécurité, fait que j'existe pas, puis j'ai pas l'intention d'exister là. Mais par contre, ma vie publique est très publique. Contactez-moi sur LinkedIn. J'ai une passion pour l'entrepreneuriat, pas nécessairement dans la cybersécurité, mais dans tous les domaines. Alors, ça me fera plaisir là, d'échanger avec tes auditeurs. Bien, ça fait plaisir. David Paul-Hubert, encore une fois, Yellow Sea Podcast, et merci d'être venu nous donner vraiment tellement d'informations ici. Merci, Ronaldo. Yellow Sea Podcast.